Bonjour à tous, on va commencer l'atelier, donc on a une petite demi-heure ensemble. L'idée c'est d'avoir un échange interactif, nous on n'a pas la science infuse, loin de là, on a encore plein de trucs à apprendre. L'idée c'est juste de rebalayer un peu les techniques de froid-sortage avec vous. Au début on voulait faire de la pratique parce qu'on devait être que 20, après on nous a annoncé qu'on serait 180, puis après ça a redescendu un peu là visiblement, donc voilà, on vous a préparé un petit topo plutôt théorique, mais n'hésitez pas à nous interrompre pour nous poser des questions et nous faire part aussi de vos expériences. Ouais. On gardera un petit temps d'échange à la fin justement, à la fois pour les questions, mais si jamais vous en avez entre deux, n'hésitez pas à nous interrompre. Et surtout un petit partage d'expérience, s'il y en a qui ont des bonnes pratiques à échanger, je pense que c'est le moment, c'est vraiment top, c'est là où on s'enrichit. Donc les GN c'est fait pour ça aussi, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà. Moi je m'appelle Stan, j'ai fait 15 ans de scoutisme à la 9 notamment, et j'ai fini comme chef de clan, et aujourd'hui je suis plus chef, donc on vient juste vous aider au JN pour faire quelques ateliers. Et Axel, le voilà. Axel, à peu près 15 ans de scoutisme aussi comme Stan, j'ai vadrouillé entre les Europes, entre les SUF, et j'ai fait aussi un petit peu de BAFA avec des colonies de vacances. Donc voilà un petit peu. On va vous proposer, comme on avait dit, on va essayer de faire quelque chose d'interactif, on va mélanger aussi. On ne pourra pas faire de pratique, mais on va essayer de faire de la théorie, on va partir sur les installations en camp, on va aller sur le mât, et puis après on va vous montrer différentes techniques que vous pourrez réutiliser, on va vous expliquer comment les faire de manière très simple. Et à la fin, on vous donnera un petit récap, une petite feuille, comme ça vous aurez toutes les infos, tout ce qu'on a dit. Vous pourrez partir avec, donc pas la peine de prendre des notes, comme ça vous pouvez être vraiment dans le truc. N'hésitez pas, c'est interactif à poser des questions. On voulait commencer avec les installations en camp, qui pour nous étaient le plus important. Bien sûr, tout ce qu'on va dire là, c'est quelque chose qui est pour vous en tant que chef, mais qui n'hésitez surtout pas à le redire justement après à tous vos scouts, à tous vos chefs de patrouille, justement, c'est quelque chose de très important. Quand on parle des installations en camp, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est l'anticipation, et l'anticipation elle va de pair avec un petit peu la coupe du bois. Quand on prévoit de couper du bois, on n'embarque pas dans la forêt comme ça n'importe comment avec sa scie en disant tiens celui-là il est beau, je vais le tailler. Non, c'est avant justement on prend contact avec le propriétaire, on lui demande est-ce qu'il y a des endroits particuliers où on ne doit pas couper du bois, on lui demande quelle espèce de bois on ne doit pas couper, et vraiment c'est un temps à prendre avec lui pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Nombre de fois au final, à la fin d'un camp, le propriétaire vient nous voir en disant mais qu'est-ce que vous avez fait là, c'est un carnage, c'est vraiment pas le but. Après, des choses qui sont aussi évidentes mais qu'on voulait rappeler, c'est lorsqu'on coupe un arbre, on le coupe à ras. Et le couper à ras, c'est à 10 cm du sol. Et une fois qu'il est coupé, on camoufle la souche. Pour camoufler la souche, c'est très simple. Vous prenez un peu de boue sous la chaussure, vous l'étayez, vous mettez des feuilles par-dessus. Et le but, c'est que quand vous ayez coupé un arbre, on ne voit plus rien. Vraiment, vous ne laissez aucune trace. Ce qui va de pair avec ça, c'est que quand vous arrivez dans une forêt, le but, c'est pas d'être des bûcherons de l'extrême et de faire des clairières. Quand vous arrivez, vous voyez, il y a 10 arbres dans un périmètre de 10 mètres carrés, vous n'allez pas en couper 8. Vous faites ça intelligemment, vous en coupez 3, vous allez ailleurs, etc. Vous ne faites pas vraiment une clairière. C'est vraiment un maître mot qui est très important. Faites attention quand vous coupez un arbre aussi, ne le faites pas bêtement, prenez le temps. Souvent on arrive avec sa scie, on veut le tailler le plus vite possible, mais non, ça se regarde. Vous regardez dans quel sens votre arbre peut tomber, vous regardez s'il n'y a pas des arbres qui sont autour qui va bloquer un autre arbre, vous prévoyez la chute de l'arbre. Quand c'est un arbre avec un petit diamètre, pas de problème, vous le coupez, il y en a un qui pousse pour le faire tomber dans le bon sens, c'est très simple. Quand vous avez un arbre qui a un plus gros diamètre, je veux dire à peu près cette taille-là, là ça commence à devenir plus sérieux, ça ne se coupe pas n'importe comment. Vous commencez à prévoir une belle entaille justement à la scie, vous complétez un petit peu la hache pour du coup bien entamer l'arbre et être sûr qu'il va tomber dans le bon sens. Si jamais vous avez un arbre qui est coincé dans un autre arbre, ça peut arriver. Si jamais voilà, vous avez essayé de prendre toutes les précautions au début mais que malheureusement il y a toujours un raté, ça peut arriver. Vous pouvez tirer soit avec un lasso, c'est la chose la plus courante en général, soit à la bout de bras. Un conseil et un partage d'expérience qu'on peut vous donner, c'est d'utiliser les sangles de camion, les crics. Vous l'entourez autour de votre arbre, vous l'entourez à un autre arbre et vous criquez. Ça va tout seul, vous ne faites pas mal et tout seul vous pouvez dégager un arbre. C'est vraiment hyper pratique, c'est vraiment hyper facile et ça c'est un super bon plan qu'on vous recommande. Et le dernier mot qu'on voudrait dire sur la coupe du bois, c'est un gros point de vigilance sur le gaspillage. On parle beaucoup de développement durable et beaucoup de fois on part en disant putain cet arbre il est très beau, on a une belle perche de 2 mètres et c'est un arbre qui fait 10 mètres. Donc on va aller le couper juste pour notre perche de 2 mètres. C'est pas ça en fait. C'est quand on coupe un arbre, on sait ce qu'on va en faire de A à Z. Le tronc, ça va être pour faire un pilier de table. La partie, ça va être pour ma tente surélevée. Et le reste, ça va faire pour faire mes tenons après ou justement pour faire du tressage. Vraiment, quand vous coupez un arbre, c'est important de tout utiliser de A à Z. Ou au moins essayer d'en faire le maximum possible pour éviter le gaspillage. Après, qui dit install, dit aussi sécurité. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont un accident en camp à cause des installs? C'est tout? Alors, c'est un truc très simple qui s'appelle des gants. Les gants, c'est bête, hein, mais on les utilise quasiment jamais. Et si on avait des gants à chaque fois qu'on faisait du froid-sortage, on éliminerait 80% des coupures. En général, c'est des mecs qui scient leur bâtins, ça dérape, clac, ils s'entaillent la main. Et c'est comme ça que ça se passe en général. Il y a ça, il y a la deuxième chose, c'est la hachette. La hachette, un coup qui dérape, clac, dans le genou, hôpital.
Et en fait, c'est tout bête, mais je vous rappelle une consigne de sécurité, c'est que ceux qui n'ont pas leur seconde classe, en tout cas chez les éclaireurs, ne doivent pas utiliser une hachette. Nous, c'est la règle. C'est une bonne pratique qu'on vous fait passer. Donc, première règle de sécurité, les gants. Deuxième règle de sécurité, quand vous utilisez une hachette, ça c'est des bonnes pratiques, hein, c'est pas universel, mais on vous le conseille. Quand vous faites tomber un arbre, quand vous devez étêter un arbre, donc couper toutes les petites branches qui dépassent, c'est de vous mettre de ce côté-là de l'arbre, de ce côté-là, et de venir étêter comme ça, clac. Et pas dans l'autre sens, parce que si ça dérape, clac, ça vous vient dans la cheville. Okay, c'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément, c'est vraiment venir couper de l'autre côté. Comme ça, on a le tronc et, entre la hachette et notre jambe. Si vous avez quelque chose de droit, que vous coupez comme ça, attention à que la hachette ne rippe pas, surtout quand c'est humide. Pour ça, ne gardez pas les jambes trop près de votre corps, parce que là, vous êtes sûr que vous allez vous la planter dans le tibia. C'est vraiment s'écarter un peu et taper un peu loin, quoi. Comme ça, si ça dérape, vous ne le prenez pas dans le pied. Et autre consigne de sécurité qui paraît simple, mais qui n'est pas souvent respectée, votre environnement. Si jamais vous utilisez une hachette ou vous coupez un arbre, vous faites gaffe à qu'il n'y a pas un gars qui soit sous l'arbre ou qui soit trop près de vous. Vous faites un peu gaffe, quoi. Si je coupe du bois et qu'Axel est juste là, ça peut vite déraper, surtout quand c'est humide, qu'on n'a pas de gants. La hachette, elle peut partir et on peut avoir des petits soucis. À toi. On vous a montré maintenant on vous a expliqué la coupe du bois, on a parlé un peu de sécurité et maintenant on va essayer de vous faire gagner un peu de temps en installation. C'est bien beau en fait d'avoir des gars un petit peu baraqués ou des personnes qui s'y connaissent à fond, qui soient très techniques, mais il y a des moyens aussi très simples pour tout le monde de gagner du temps, ça passe par les plans des installations. Vraiment les plans c'est quelque chose qu'on vous recommande, surtout vous en tant que chef, vous avez la chance de pouvoir faire des repérages de camps. Alors profitez-en, le repérage de camp c'est pas pour dire il y a la piscine, c'est pas pour dire il y a le cours d'eau, non profitez-en pour regarder aussi, pour anticiper, dire bah voilà le Kral on va plutôt le mettre de cet endroit là, regardez ce que vous pouvez faire et c'est là où vous pouvez commencer à avoir des premières ébauches de plans, comme ça vous savez ce que vous allez faire. Donc profitez vraiment de ce temps pour savoir où vous allez aller et savoir ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi prendre des photos, vous pouvez aussi transmettre un petit peu la nature du terrain aussi à vos scouts, comme ça ils peuvent anticiper sur la préparation de leur plan et ça vous permet de gagner du temps. Ça c'est vraiment très important. Après pour réaliser un plan, il n'y a pas 20 000 solutions, on vous demande, le but c'est d'essayer d'être le plus concret possible, de faire un plan qui est à l'échelle. Donc pour faire un plan qui est à l'échelle, c'est que vous allez faire 1 mètre égale 1 cm, vous essayez de dessiner les perspectives, vous tracez vraiment le schéma que vous allez faire. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez déjà ce que ça va rendre, vous listez le nombre de tenons, le nombre de mortaises que vous allez devoir faire, comme ça vous pouvez voir un petit peu combien de temps ça va vous prendre, vous avez quand même une idée du travail que vous allez devoir consacrer dedans, et après vous listez le nombre de battins aussi dont vous allez avoir besoin. Vous essayez de dire à peu près le diamètre, un diamètre assez fin, un diamètre plus gros, il m'en faut 10, il m'en faut 15, et ça vous permet en fait de faire une liste, et le jour J, pour vous avec vos chefs justement, vous dites bah voilà, vous répartissez le travail, bah voilà, il nous faut 3 battins, c'est un diamètre un petit peu moyen de 6 mètres, vous allez couper, voilà, et puis comme ça tout le monde va couper, vous ramenez, au moins c'est clair et c'est un gain de camp. C'est quelque chose qu'on vous recommande aussi de vous transmettre à vos scouts et de vérifier aussi leur plan, très important. Souvent le nombre de fois où les scouts arrivent en camp sans plan en disant bah tiens on va peut-être faire ça, on va voir, non, ça va leur faire perdre énormément de temps et vous si vous vérifiez à l'avance, ça vous permet de vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi aussi. C'est vraiment un très bon conseil qu'on peut vous donner. Donc après, une autre grande partie des installations en camp, c'est le mât. Donc le mât, ça peut faire peur à beaucoup et ça peut être dangereux. Donc il y a plein de choses, de petits conseils qu'on voulait vous apporter aujourd'hui. Donc ça commence évidemment par les plans. Faire un mât beau, c'est pas forcément un mât grand ni super énorme. Ça peut être très simple mais beau quoi. Il faut d'abord que vous trouviez ce que vous voulez faire dire à votre mât. C'est un peu la vitrine technique des chefs, le mât. C'est là où vous êtes tous les matins pour lever les couleurs. Il faut que ça soit un endroit beau, quoi, qui représente la maîtrise. Et votre troupe, ou votre compagnie, etc. Donc ouais, bien penser à préparer vos plans en avance. Pas viser trop ambitieux, mais faites quelque chose qui soit montable. C'est déjà relativement compliqué. Et surtout, pensez à la répartition du poids. Quand vous faites votre mât au sol, pensez à bien mettre le poids au niveau du bas et pas au niveau du haut, parce que vous n'allez jamais pouvoir le monter. Ou il va craquer sinon. Ou il va craquer. C'est pas top. Et donc pareil que les installs, faites un mât à dimension réelle, donc à l'échelle je veux dire. Comme ça vous avez un visu de ce que vous allez avoir en réel. Voilà. Petit topo très rapide aussi sur la sécurité pour le mât. C'est vraiment, on va garder les mêmes consignes justement que pour tout ce qui est installation. Quand c'est étayage, quand c'est coupe, quand c'est vraiment on utilise une hachette, on va vraiment être pareil.
Un petit conseil que nous on va vous donner, qu'on va vous transmettre par rapport à notre expérience, c'est quand vous avez un mât avec des mi-bois à plus de 3 poids de contact, donc ça veut dire que vous allez avoir 3 battins qui vont se chevaucher sur un même tenon, on vous recommande fortement de mettre des tiges filetées. On considère que c'est pas forcément anti-scout, mais c'est vraiment une notion de sécurité en plus. Ça nous est arrivé d'avoir des mâts qui lâchaient parce qu'il y avait trop de pression qui s'exerçait sur ces points de contact justement, et c'est vraiment une sécurité en plus que vous pouvez donner. C'est vraiment très simple, vous le mettez justement comme votre tenon et vous n'avez pas de problème avec. Et donc la dernière phase, ouais. Une tige filetée, c'est une barre en métal que tu mets, enfin vraiment tu glisses justement comme un tenon en fait. Et derrière tu mets ton écrou et au moins ça sécurise. Donc la dernière étape d'un mât, c'est la levée du mât. La levée du mât, c'est pas forcément facile et ça peut être dangereux. Donc quelques bonnes pratiques que nous on a mis en place lors de nos camps, c'est qu'un mât, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui parle pendant la levée du mât. Donc on l'appelle le meneur et c'est la personne qui va dire alors ici on lève pas, il faut qu'il n'y ait aucun bruit lors de la levée du mât et il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit le leader de la levée. Donc voilà, ça c'est super important de faire comprendre ça à vos gars. Ensuite, si vous avez un mât comme celui-ci, avec plusieurs battins qui vont rentrer en même temps dans plusieurs trous, nous on vous conseille de mettre un référent par endroit, par trou. Donc comme ça, vous ne pouvez pas tout voir tout seul, la personne qui va mener. Et du coup, il y a une personne qui est dédiée à un trou, à une battance, qui va pouvoir vous dire « Attends, là ça rentre pas, il faudrait qu'on… » Et comme ça, il y a un dialogue qui s'établit entre le meneur et ceux qui sont responsables des différents trous. Donc ça, c'est dans ce cas de ce genre de mât. Donc quand on parle de mât, on parle aussi de bien préparer le trou qui va accueillir le mât. C'est super important de faire une rampe d'accès, parce qu'il y a un mât qui va se planter dans le trou, vous n'allez jamais pouvoir le monter. Donc du coup, nous on vous conseille de mettre des planches qui viennent accueillir le mât, pour que ça va pouvoir coulisser, et faire une rampe, donc creuser de biais pour pouvoir le lever tranquillement et que le mât vienne toucher au fond. Ça c'est super important. Ensuite, lors de la levée, il faut sécuriser la montée. Donc pour ça, nous on utilise des Y, donc c'est des grandes perches avec un Y au bout, où les mecs viennent soutenir les battances. Comme ça, si à un moment vous voyez que vous avez besoin de vous posez tout sur les 3 ou 4 Y qu'il y a, et vous pouvez gagner un peu de temps comme ça avant de continuer à monter. Super important. Ensuite, les lassos. Donc vous avez besoin de lassos à plusieurs points de contact, comme ça vous évite que votre main retombe de l'autre côté. C'est possible. Hein. Si vous poussez trop fort, ça tombe de l'autre côté. Si vous ne pensez pas sécuriser de chaque côté, vous allez avoir quelques soucis. Donc l'idée, c'est d'avoir une corde d'un côté, une corde de l'autre, voire plusieurs en fonction de la taille de votre main, pour vraiment le stabiliser le temps de renforcer le trou. Donc pour renforcer le trou d'un mât, on met des pierres, on met des pieux, tout ça c'est préparé en avance. Vous taillez des pieux avant, vous mettez des masses à chaque endroit où vous allez pouvoir travailler, comme ça vous ne perdez pas de temps et ce n'est pas la cohue lors du lever du mât. Ok ? Si le mât craque, moi ça m'est déjà arrivé 2 fois dans ma carrière scout, il y en a un qui s'est écroulé complètement sur les scouts. Je peux vous dire que le camp d'apprendre n'a pas fait de mât. Donc c'est vrai, ça peut vraiment être dangereux. En fait là ce qui s'est passé c'est qu'il y a un des 5 piliers du mât qui n'est pas rentré dans le trou et tout s'est craqué. Et en fait il y a eu une panique générale, tout le monde parlait en même temps et du coup tout le monde a lâché. Donc le truc hyper dangereux. Donc le mât s'est effondré sur les scouts et ça aurait pu être dramatique. Heureusement il n'y a pas eu de blessés. Donc vraiment la consigne c'est si vous entendez un crack, si quelqu'un vous alerte attention il y a un truc qui ne va pas, vous dites ok on se calme, personne ne lâche, on va reposer tout doucement. Il faut vraiment éviter les moments de panique, c'est comme ça qu'on a des soucis. Et un petit mot de la fin sur le mât, c'est pas parce que c'est pas la course à la hauteur, c'est pas parce que vous avez un mât qui va faire 20 mètres que ce sera le plus beau mât. Vraiment on peut faire des mâts qui soient vraiment accessibles, qui soient vraiment très bas. J'ai déjà vu des mâts qui étaient à 4 mètres et qui étaient vraiment magnifiques parce que travailler justement soit en 3 dimensions, soit avec des PH. Par exemple là vous avez un mât qui est en 3 dimensions avec une perspective derrière. Et vraiment si vous jouez là-dessus, vous pouvez faire des choses très simples tout en restant vraiment accessible et facile à monter. Vraiment n'hésitez pas là-dessus. Dernier petit conseil pour la levée du mât. En général, le mât est fait en mi-bois ou en cheville, etc. Nous, on vous conseille de tout sécuriser par des brelages de sécurité. Donc quand vous montez, si jamais vous avez un brelage qui va craquer, il sera tenu par le brelage. C'est pas esthétique, mais on s'en fout, c'est de la sécurité. Après, vous montez au mât, vous coupez votre brelage, c'est fini. Mais c'est vraiment important, au cas où vous avez un mi-bois qui se désolidarise. Voilà. Ça peut vous sauver la mise. On vous propose de passer à des exemples de froissartage. Ouais. Est-ce que jusque-là, il y a des questions ou c'est tout bon? Alors, soit vous avez des acrobates dans votre troupe, ou dans ta compagnie, ou je ne sais quoi. Baudrier avec des cordes d'escalade. Ouais.
soit un truc très simple, vous attachez une hachette au bout d'un grand bout de bois et vous tapez. Ça peut nous aider. Périmètre de sécurité très large. Un peu plus large, ouais. Ok? C'était tout bon? On va passer maintenant à une partie un peu plus pratique. On va vous montrer des exemples concrets. On va commencer par un mi-bois. Je te laisse faire la démo. Ouais. Qui sait faire un mi-bois? Ok, donc vous êtes nombreux, c'est cool. Et qui le fait en camp? Il y en a déjà un peu moins. Hein. T'avais une question? Ah pardon. Ok. On va vous montrer très simplement les différentes étapes pour faire un mi-bois. Ça va être vraiment un récapitulatif pour tout le monde. Ouais. La première chose que vous allez faire, c'est prendre deux bouts de bois, de cette manière. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les placer l'un sur l'autre, à l'endroit où vous allez faire votre mi-bois. Vous allez marquer avec un stylo, vous allez faire des traits, qui seront vos traits de coupe après. De chaque côté. Clac, Voilà, clac. de chaque côté. On vous conseille un stylo. Souvent on le fait pas, on fait au couteau ou à la hachette ou à quoi que ce soit. Et en fait après on se retrouve, c'était lequel que C'est un j'ai peu voulu cool. faire. Le mieux, c'est des gros marqueurs. Ouais. C'est là au moins où vous le retrouvez directement, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez fait vos traits, vous allez commencer à faire vos coupes de scie. Il y a vous deux- entaillez à la scie Il y a deux- avec des gants. Il y a deux manières. Soit vous allez faire un mi-bois qu'on appelle un peu plus esthétique. Donc ça veut dire que justement, vos deux bouts de bois vont se chevaucher totalement et ça va être de manière assez plate. Soit vous voulez faire un mi-bois un peu plus technique, donc avec plus de solidité. Donc si vous voulez faire un mi-bois esthétique, vous allez couper jusqu'à la moitié du bout de bois. Si vous voulez faire quelque chose de plus solide, c'est ce qu'on appelle la règle du tiers. Vous allez couper jusqu'au tiers du bout de bois, ce qui correspond à peu près au général à une lame de scie. Donc là celui-là c'est un mi-bois plutôt esthétique, c'est juste pour vous montrer. Donc on l'a fait de la moitié. Et l'idée c'est comme ça on n'a pas besoin de sécuriser par une cheville. Mais par contre dans les faits c'est un peu moins solide quand même. Donc à ne pas privilégier pour les mâts ni pour les installations, vraiment rester dans l'esthétique. Une fois que vous avez fait vos coupes de scie justement, de chaque côté, là où vous avez mis vos marqueurs avant, vous allez passer à l'étape avec les ciseaux à bois. Donc ciseaux à bois, vous avez plusieurs tailles en fonction de la taille de votre mi-bois, de la précision que vous voulez apporter. Donc en général, moi j'utilise un truc plutôt classique. Comment on utilise un ciseau à bois? Il y a un sens. Ici vous avez une pente et que vous mettez toujours du côté bois. Donc en fait le côté vraiment plat, il doit être vers l'extérieur. Comme ça, la pente va vous faire remonter votre ciseau à bois. Si vous faites l'inverse, votre ciseau à bois il va rentrer vers l'intérieur, va se planter dans votre bois. Et là vous allez tout péter. Donc l'idée c'est vraiment de venir comme ça et par petites lamelles de bois, vous allez retirer l'intérieur de votre mi-bois. Jusqu'à avoir une belle finition, vous pouvez finir au couteau ou comme vous voulez si vous voulez vraiment avoir un truc qui soit hyper bien fité. Sachant que le but c'est vraiment que vous ayez quelque chose qui soit vraiment plat. Donc ça veut dire que dans chaque partie ça doit être vraiment impérativement plat. Si jamais ça ne l'est pas, vous allez avoir du jour et c'est là où votre mi-bois va commencer à bouger et vous pouvez avoir une structure qui sera beaucoup moins solide. Donc vraiment prenez le temps de bien le terminer, de ne pas le bâcler et d'avoir quelque chose de très plat, sinon votre mi-bois pourra être raté. Et une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à emboîter ça avec le maillet que vous avez construit. Hop. Vous pouvez te passer si vous voulez voir. Donc on a d'autres petites techniques de mi-bois très simples aussi à faire, qui est le tenon mortaise. tenon mortaise. Tenon mortaise c'est très simple, vous avez un tenon, une mortaise. Le tenon c'est cette partie là qui est taillée en pointe sur le dessus. La mortaise c'est l'autre partie à laquelle vous allez faire un trou à l'intérieur, tout simplement. Pour faire un tenon mortaise, ça va être un petit peu la même règle que le mi-bois, c'est toujours ce qu'on appelle la règle du tiers, qui est très importante. C'est que justement votre pointe qui est ici doit faire un tiers de la largeur de votre tenon justement. Donc vous allez devoir avoir un tiers ici, un tiers ici, un tiers ici qui correspond à votre pointe et un tiers de l'autre côté. Un tiers, un tiers, un tiers. Pour ça qu'on appelle ça la règle du tiers. Pour tailler un tenon, très simple, vous pouvez le faire à la hachette, c'est généralement la meilleure manière. Il ne faut pas faire un tenon qui soit trop fin ou trop conique. Si vous avez un cône, justement, quand vous allez les emboîter, ça va venir fendre votre mortaise. Donc il faut vraiment essayer de faire quelque chose de plutôt cylindrique, enfin quelque chose de bien taillé, mais pas trop conique. Si vous faites quelque chose de cylindrique, donc ça veut dire bien en rond, votre tenon et votre mortaise va tourner. Donc vous aurez quelque chose qui ne va pas être solide du tout. Et surtout, vous allez devoir le faire, notamment en général au ciseau à bois. Vous allez devoir faire une coupe ici, tailler par en haut, et vous allez avoir quelque chose de très fragile à ce niveau-là. Donc vous aurez un mauvais tenon mortaise. Tous les récaps sont de toute façon dans la petite fiche à la fin, mais vraiment important, la règle du tiers, et essayer de faire quelque chose de cylindrique et non pas conique, ou quelque chose de bien taillé et non pas cylindrique ou conique. Voilà. C'est quoi le timing? Bon. Donc on vous a fait quelques autres petites idées de techniques de mi-bois, enfin pas de mi-bois mais de froissartage pardon, qu'on peut utiliser dans différentes situations. Ça nécessite un peu plus de boulot, mais c'est beaucoup plus joli et ça permet d'avoir une diversité dans les techniques de froissartage.
Donc ça, c'est assez simple à faire. C'est un peu long par contre, mais c'est plutôt utilisé dans tout ce qui est table, tablaf, coin cuisine, etc. C'est un peu plus fragile qu'un mi-bois, donc peut-être pas mettre sur des tentes surélevées. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de venir faire 2 encoches à la scie et après de venir sortir l'intérieur avec un ciseau à bois plutôt petit du coup, en fonction du diamètre que vous avez là. De l'autre côté, vous venez tailler votre bois, donc dans ce sens-là, vous venez faire une encoche, une comme ça et une comme ça, et vous venez faire sauter avec votre ciseau à bois dans ce sens-là. Et du coup, vous vous retrouvez avec cette lamelle-là qui vient s'encastrer dans l'autre. Et donc ça vous fait un assemblage vraiment solide, mais et plutôt esthétique. Donc ça c'est cool. Et vous pouvez sécuriser avec une cheville. Ensuite, on a cet assemblage-là, qu'on appelle en queue d'aronde, qui permet généralement on est sur quelque chose d'assez solide, on appelle plutôt ça, on va dire que c'est un one shot. Si vous voulez essayer de l'enlever, forcément vous avez des risques de rupture et ça risque de casser, donc ça risque de casser les installations avec. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour un usage définitif, très esthétique, assez solide et qu'on recommande surtout, par exemple pour venir en soutien, donc si vous voulez faire une table à feu ou une table, que vous voulez mettre un pilier, un piquet ou un pied au milieu, quelque chose d'assez simple à faire et qui, esthétiquement parlant, qui est assez joli justement, ça évite de faire un tenon mortaise. En remplacement, ça peut être aussi intéressant. Pour le faire, c'est très simple, vous faites vos encoches de scie à ce niveau-là et après vous taillez au ciseau à bois. L'autre côté, c'est la même chose que pour un mi-bois, vous faites vos 2 encoches de scie et après vous venez débiter au ciseau à bois, tout simplement. Petit conseil, commencez toujours étroit et agrandissez s'il le faut, parce que ça vous évite de rater un mi-bois ou une structure. Hop. Autre technique, ça c'est un dérivé du tenon mortaise. Et en fait, au lieu d'avoir un tenon qui est carré, vous avez un tenon rectangulaire, donc beaucoup plus solide. Donc ici, au lieu d'avoir juste un trou de tarière, vous allez en faire plusieurs. Donc vous allez faire 1, 2, 3 trous de tarière, ça dépend de votre longueur de battance. Et comme ça, vous allez avoir un tenon qui est rectangulaire, beaucoup plus long, beaucoup plus costaud. Et là, vous allez pouvoir vous en servir pour des assemblages plus résistants. Donc là, pareil, vous venez tailler votre bois. Donc là, ce coup-ci, pour avoir un truc rectangulaire, il vous faut le faire à la scie. Et pareil, de ce côté-là, vous pouvez venir travailler vos différents trous de tarière assemblés avec des ciseaux à bois. Donc ça, c'est solide, on n'y pense pas forcément et c'est pas très compliqué à faire. Bah, c'est cool. On finit par 2-3 trucs. Non, l'entretien. Et puis après, d'autres techniques d'assemblage, ça c'est plus pour le défi technique que pour la rigidité. Ça se sert dans ce sens-là. C'est plus pour des défis techniques à proposer à vos patrouilles ou à vos compas. On aborde le dernier point rapidement mais super important, l'entretien du matériel. Qui entretient pas son matériel quand on rentre de camp? En vrai, on laisse traîner, on le récupère en septembre, ça a rouillé, c'est dommage parce que c'est des outils qui coûtent cher et qui sont faciles d'entretien. Déjà, si on prend une tarière quand c'est enroulé dans du journal, c'est bien, mais quand le journal est humide, ça la fait rouiller. Donc l'idée, c'est d'abord avoir un outil vraiment sec avant de venir la protéger avec du journal. Nous, on vous conseille aussi peut-être, de temps en temps, si vous avez ça sous la main, de le mettre dans un rouleau de sopalin. Ça lui évite de prendre des coups. Merci. Des choses importantes à vérifier sur une tarière. La première chose, c'est que la tarière, elle est entraînée par cette petite vis qui est là. Si ce pas de vis là est abîmé ou cassé, votre tarière, vous allez avoir du mal à vous en servir. Donc ça, c'est la première chose. Cette vis là, il faut qu'elle soit bien entretenue, en bon état, il ne faut pas la casser. Pour ça, tout simplement, le bouchon de liège. C'est la meilleure technique justement, parce que si vous pétez votre pas de vis au bout, votre tarière elle va être fichue après. Vous ne pourrez plus vous en servir ou vous aurez beaucoup de mal à la rattraper et c'est notamment le cas où vous passez 20 minutes à faire un trou. Donc c'est tout bête, c'est un réflexe à prendre, vous mettez vos bouchons de liège et vous n'avez plus de problème après. Deuxième chose importante sur une tarière, la chose à prendre soin et à venir limer, c'est cette partie-là. C'est cette partie qui vient couper le bois, qui vient faire les copeaux. Donc si vous avez une chose à entretenir, c'est cette partie-là. Donc venir la limer, okay, l'aiguiser. Voilà pour la tarière. Un ciseau à bois, c'est pas compliqué. On vous conseille de l'enrouler dans du journal. Si jamais il est bien rouillé, vous venez le frotter avec du papier de verre pour enlever la rouille. Ça marche pour tous les outils. C'est très simple et ça vous redonne des outils qui ont une bonne gueule. On l'a fait sur des hachettes, ça marche vraiment bien.
Et sur un ciseau à bois, il faut venir aiguiser cette partie-là. Pas l'autre côté, celle-là doit rester plane. On vient vraiment aiguiser la partie qui est pentue. Okay. Et l'idéal, si vous avez des petits caches, normalement, quand vous les achetez, essayez de les garder, de ne pas les perdre ou essayez d'en racheter, c'est quand même vachement pratique. Ça évite justement que les ciseaux à bois viennent se prendre des coups. Et justement, c'est là après où ils sont un peu moins efficaces. Une hachette, pareil, quand vous l'achetez, en général, vous avez un cache. Essayez de la garder. En fait, les hachettes, elles s'abîment en général parce qu'elles prennent des coups dans les mâles et après, c'est mauvais. Donc l'idée, c'est de venir la réaiguiser et après, vous la mettez dans votre petit cache et comme ça, la lame ne prend pas de coups sur du métal. C'est tout simple, il faut les garder. Une plane, pareil, ça s'aiguise dans ce sens-là, et cette partie-là aussi, double tranchant. Ok. Et là, pareil, ça mériterait un petit coup de papier de verre. Les lames de scie, c'est le genre de truc, vous la laissez 2 nuits dehors, elle est rouillée. Hein. Donc ça, c'est un peu relou. L'idée, c'est de garder vos caches en plastique, là, qui sont très bien. Hop, quand vous les gardez, vous mettez ça, quand vous les mettez dans vos malles, elles prennent pas de coups, elles se tordent pas, elles rouillent pas. Donc c'est quand même pas mal. Et à pas laisser dehors. Vraiment, c'est juste des petites techniques, mais ça vous permet d'éviter de racheter du matériel tous les ans. Vraiment, si vous l'entretenez bien, il n'y a pas de souci. On vous recommande aussi, bon après voilà, c'est plus des budgets, mais il y a du matériel qui se vaut un peu mieux que d'autres. Ça ne sert pas forcément à grand chose de racheter une hachette premier prix tous les ans qui vaut 5 € et qui va lâcher au bout d'un an. Mettez le prix dans des hachettes un petit peu mieux qui au final dureront pendant 5-6 ans et vous verrez qu'au final, rapport qualité-prix, vous en sortirez pas mal quand même. C'est une question de sécurité aussi. Si vous avez des vieilles hachettes pourries où il y a les coins qui s'envolent, c'est pas bon quoi. Donc l'idée c'est de vérifier aussi, de ne pas laisser vos gars ou vos filles utiliser du matériel qui est en mauvais état. Une hachette qui est à moitié, où le manche est à moitié coupé, vous leur dites non mais c'est bon, vous la balancez votre hachette. C'est une question de sécurité, vous rachetez un manche. Ok. Donc bien avoir un œil sur le matériel de vos équipes. Ouais, on va passer aux questions si vous avez. Une machette, tu veux dire un... On garde, enfin moi dans ma malle j'avais plein de têtes de hachettes, de ouais. Mais sans manches. Donc, En fait tu as des manches qui sont vendues en magasin et qui sont coniques, en fait que tu rentres vers de l'intérieur. Donc ton coin il peut pas s'en aller. Tu en as d'autres où tu viens les mettre dans l'autre sens mais tu viens mettre un coin en bois de l'autre côté. Donc qui fait que ça sécurise l'autre côté tu vois. Donc ça c'est des trucs qui sont vendus en mag et qui normalement sont sécuritaires quoi. Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis à trouver. Est-ce que vous avez des questions, des retours d'expérience sur les installs, sur l'entretien, sur... Un gros retour d'expérience ouais. Sur les mi-bois. Généralement, un camp scout, ça dure 3 semaines. Le bois, vous le coupez le premier jour pour faire vos installs. En 3 semaines, il sèche. Aussi bien que vous ayez ajusté votre mi-bois, forcément il va bouger. Si vous n'avez pas mis une cheville dedans, votre install, elle n'est pas fiable sur 3 semaines. Ah bien sûr, les mi-bois dans tous les cas, vous chevillez dès que c'est qu'une construction qui est solide, qui engage la sécurité des scouts, que ce soit un banc pour vous asseoir, que ce soit après une tente surélevée, que ce soit un mât, c'est chevillé, même une table bien sûr, c'est chevillé obligatoirement. Les mi-bois en général, où vous n'avez pas de cheville, c'est surtout du décoratif. Ouais. C'est justement là où vous allez chercher la moitié, vraiment faire quelque chose de beau, de bien lisse et bien plein, mais qui engage en aucun cas une sécurité. Parce que en fait, quand le bois est humide, il gonfle. Donc du coup, si vous faites votre assemblage quand votre bois est mouillé, il ne va pas avoir la même caractéristique que quand le bois va sécher, c'est logique. Et du coup, forcément, si vous faites un mi-bois sans cheville, c'est une super belle remarque, ça marche pas quoi. par rapport au truc que tu fais pour une tente surélevée ou pour un mat, c'est pas comme C'est une super question. Alors en général, pour les petits assemblages, on dit 1/3 de la hauteur. Quand ça devient des grands assemblages comme le mât qui est là, 1,50 m c'est le max en général qu'on puisse faire. Donc ça suffit amplement, ça a été testé, retesté. Et quand vous avez plusieurs trous pour un mât comme ça ou une tente en carré avec 4 piquets, en général 1 mètre 80 cm suffisent si c'est réparti sur 4 endroits. Si c'est à un seul endroit, il faut un minimum 1 mètre si c'est grand. Mais sinon la règle du 1/3 s'applique, 1/3 de la hauteur. Après tout dépend aussi un petit peu de la nature de ton sol, si tu as un sol qui est plus ou moins meuble, à toi d'être adapté en fonction du terrain et de la visée. Et l'important c'est de bien le caler. T'as beau faire un trou qui fasse 1 mètre, si derrière c'est pas très bien calé, forcément ton mât il y a des risques de bouger. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Après, ouais. Comment tu démontes le mât? C'est une bonne question. Simplement, il y a plusieurs manières de le faire. L'une des plus sécurisées, c'est que tu vas essayer d'aller coincer des lassos justement dans le mât, d'accord? Et après à la scie. Et justement, les lassos, ça va te permettre de le retirer dans le bon sens, comme tu vas couper un arbre en fait. Et après, en fonction de là où il est, l'idée c'est d'aller creuser autour des piliers pour pouvoir le scier en dessous du sol.
pour pas que ça gêne quand les gens passent dessus. C'est souvent dans des champs. Surtout ouais, si tu es dans un champ et qu'après tu vas passer avec un tracteur, C'est un agriculteur qui passe dessus. ça fera une mauvaise surprise quoi. Donc retirez bien ce qu'il y a dans les trous aussi. Ouais. Quand c'est vraiment planté très profond, c'est super dur d'aller les retirer, voire quasi impossible. Mais par contre, essayez au moins de creuser autour, de couper en dessous du sol et après de reboucher très proprement quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. J'espère que ça vous a fait bonne piqûre de rappel ou que vous aurez appris des petites choses. Merci beaucoup.